on rentre quand même dans un autre volet des restructurations, qui est plus le volet chaud, d'un point de vue notamment humain et social. Puisque, comme le montreront Géraldine et Florent tout à l'heure, bien évidemment, restructuration n'est pas synonyme de suppression d'emplois en tant que telle, et finalement l'exposé qui vient d'avoir lieu en témoigne, mais quand même, il y a un certain nombre de restructurations qui s'accompagnent de suppression d'emplois, avec la constitution d'une sorte de phénomène universel des restructurations, entendu au sens de transformation des périmètres externes et internes de l'entreprise, et l'émergence, il y a une quinzaine d'années, des restructurations dites de compétitivité par opposition aux restructurations dites de crise. Les premières étant celles qui ont amené à la création en 1975 en France du motif économique de licenciement. Alors on se souvient de la sidérurgie, des mines, avec des situations d'entreprise en forte crise d'activité, de rentabilité, et puis se substitue progressivement, à partir de la fin des années 80, début des années 90, des restructurations dites donc de compétitivité, d'entreprises rentables, qui anticipent, du moins disent-elles, sur d'éventuelles restructurations qui pourraient être ultérieurement de crise, et qui, par ces stratégies d'anticipation, de recentrage sur le cœur de métier, d'externalisation d'activités, de concentration d'autres activités, mènent des restructurations accompagnées de suppression d'emplois par anticipation. Un des problèmes, du point de vue notamment de la GRH, que posent ces restructurations de compétitivité, c'est celle de la construction de leur acceptabilité sociale. Car annoncer notamment un plan de licenciement collectif pour motif économique dans une entreprise rentable, on l'a vu notamment de façon très symbolique autour du cas Danone au début des années 2000, qui est quand même toute annonce d'un PSE aujourd'hui, d'un plan de sauvegarde de l'emploi, c'est quand même une annonce de graves dommages sociaux, territoriaux. Et donc il y a cette tension qui émerge dans les années 90 entre des restructurations d'anticipation et un mode de gestion des conséquences sociales de ces mêmes restructurations qui reste à chaud et qui reste extrêmement violent et douloureux. Dans ce contexte-là, l'outil qui a été créé au fil des décennies 80-90, qui est le plan social devenu le plan de sauvegarde de l'emploi, devient assez marginalisé en fait. Et Géraldine et Florent en parleront plus après. On voit se développer des pratiques de gestion des sureffectifs hors PSE. Le licenciement, par exemple, le PSE correspondant aujourd'hui à moins de 20% des licenciements pour motif économique. Or, c'est le PSE qui focalise l'attention, qui est médiatisé, qui donne lieu à l'émergence de conflits sociaux ouverts. On se souvient certainement tous plus de Moulinex, Latex, Métal Europe que des milliers de suppressions d'emplois qui se sont faites ces dernières années dans les banques, à la SNCF ou chez EDF, et qui sont des restructurations parfois appelées douces, en tout cas silencieuses avant tout. Donc on voit on a une sorte de dilemme entre des stratégies de compétitivité qui deviennent un phénomène universel, accompagnées de suppression d'emplois, et un outil de la régulation sociale, le plan social, fortement encadré juridiquement, fortement médiatisé, qui focalise l'attention des acteurs sociaux, mais qui ne couvre pas du tout l'ensemble des pratiques de suppression d'emplois, voire qui produit des résultats extrêmement décevants en termes de reclassement notamment, puisqu'on estime qu'un an après la cellule de reclassement, 50% des salariés licenciés lors d'un PSE sont reclassés, et encore, ça dépend de ce qu'on entend par reclasser. En gros, 15% sont en CDI. Par ailleurs, des études sud-édoises nous montrent qu'être licencié pour motif économique, c'est un vrai accident du travail, au sens où ça double la probabilité de mortalité dans les 10 ans qui suivent. Donc, la question que se pose depuis des années nombre d'experts nationaux et européens, c'est est-ce qu'on est capable d'améliorer les dispositifs d'accompagnement des suppressions d'emplois ?
Et c'est là qu'arrive la question de l'anticipation, au sens de l'anticipation des conséquences sociales des restructurations. Finalement, on pourrait se dire, il serait logique que face au développement de restructuration menés par anticipation, on ait des dispositifs d'anticipation des conséquences sociales. Voilà. Et avec un accord de tous ces experts, que ce soit au niveau national ou européen, pour considérer que finalement, ce qui peut marcher, ce sont des dispositifs d'accompagnement individualisés dans le reclassement, mais dans le cadre de processus collectivement pilotés. Qu'on aurait donc besoin d'une articulation entre individuel et collectif pour avoir des transitions professionnelles, certes subies, mais qui ne se traduisent pas que par des drames. D'où le fait que tous les discours en fait sur l'anticipation de la gestion des conséquences sociales des suppressions d'emplois reviennent à dire il faut anticiper pour mieux accompagner. Il faut anticiper pour faire de la restructuration un objet de dialogue social, puisque les individus, qu'ils soient salariés, qu'ils soient représentants du personnel, ont besoin d'être acteurs du changement pour pouvoir le penser. Et tout ça concourrait à une forme de développement d'un des visages de la responsabilité sociale de l'entreprise. Ce qui donne lieu concrètement à l'énoncé de 3 visages, de 3 façons possible d'entrer dans l'anticipation des suppressions d'emplois. Une entrée par les processus est dite par les anglo-saxons early warning. On remonte l'annonce dans le temps au lieu d'annoncer 6 semaines avant la fermeture qui peut être le délai légal. On remonte et on annonce 2 ans à l'avance qu'il y aura une fermeture, ce que certains grands groupes ont fait en France ou dans d'autres pays européens. D'autres disent non, finalement, d'abord, on ne peut pas tout prévoir. C'était l'échec du P de la GPEC, même si elle est réactivée récemment dans la loi Borloo. Et finalement, il faudrait avant tout avoir un dialogue social permanent, un peu sur le mythe du modèle suédois, sur les stratégies d'entreprise et les restructurations. Et puis d'autres disent, non, mais en fait, de toute façon, rappelons-nous que le monde est tellement marqué par l'incertitude, n'est-ce pas, que, eh bien, finalement, non. Dotons les individus et les territoires de ressources, en termes, finalement, d'employabilité, de compétences, de telle sorte à ce que, finalement, quoi qu'il advienne, une fusion-acquisition, une cession, une externalisation, un licenciement économique, une transition professionnelle choisie, les gens aient finalement les ressources pour rebondir. Et là, on pense bien sûr flexicurité, employabilité, etc. Donc voilà aujourd'hui ce qu'on peut dire des 3 visages de l'anticipation sociale des suppressions d'emplois. Ceci étant, des travaux qu'on a pu mener récemment, on se rend compte que l'enfer est pavé de bonnes intentions parfois, et que s'il y a cet appel incantatoire à anticiper, dont on voit bien la logique par rapport aux restructurations d'anticipation, eh bien cela soulève un certain nombre de dilemmes, quand bien même tout le monde partage cette nécessité d'anticipation. Vous vous souvenez, early warning, le fait d'avoir du dialogue social en continu sur les restructurations et employabilité. Les 2 premiers points, de fait, rencontrent un frein majeur qui est celui que la direction de l'entreprise, très clairement, accepte que d'autres acteurs, que des acteurs managériaux, puissent être des interlocuteurs de l'élaboration de la stratégie. En gros, ça veut dire que poser la question d'anticipation des suppressions d'emplois, c'est poser la question de la place du contrepoids, de l'altérité d'un regard extérieur dans l'élaboration des stratégies et des choix de gestion. Et là, on voit bien toutes les résistances qui peuvent s'énoncer. Puisque finalement, le bilan qu'on peut faire aujourd'hui, c'est que si on peut, au mieux, des acteurs autres que la direction, le service public de l'emploi, les représentants du personnel peuvent être associés à l'aval, c'est-à-dire la mise en œuvre des dispositifs de reclassement. Pour autant, ils ne remontent pas, bien évidemment, ils ne remontent pas avant l'annonce, en fait. Or, là, il y a de fait un dilemme. Il ne peut pas y avoir véritablement
d'anticipation au sens de mettre des temps longs dans des temps courts, rendre les individus acteurs du changement, s'il n'y a pas justement une intégration des différents acteurs, certains diraient les parties prenantes, dans le processus délibératif. Et donc là, or, ce qu'on constate, c'est que, effectivement, dans de nombreux cas, les entreprises retardent l'annonce, parce que ça provoque à chaque fois, parce qu'elles redoutent, elles ont des anticipations négatives cette fois-ci sur les réactions des clients, des fournisseurs, des banquiers, de la sphère financière, et des risques systémiques que peuvent, y compris en termes de conflits et de médiatisation, que peuvent produire l'annonce d'une restructuration. Et le deuxième point, c'est que donc on dira, ok, c'est peut-être pas si simple de mener un dialogue social au fil de l'eau sur les stratégies d'entreprise, mais alors développons l'employabilité, hein, et qui là quand même fait consensus, l'employabilité. Sauf que là, ça pose quand même un autre souci, c'est que les pratiques de gestion des ressources humaines et les directions, en même temps quand même, sont assez focalisés sur le fait de pouvoir sélectionner les individus à l'entrée et à la sortie. Et que finalement, quand on voit les comparaisons européennes, notamment dans le cadre d'un programme dont je pense Géraldine va parler, MIR, qui a été mené récemment, c'est quand même le point nodal partout. Les Suédois négocient parce que s'ils ne négocient pas, finalement, c'est last in, first out. Et qu'effectivement, les directions d'entreprise aimeraient éviter last in, first out. Dernière arrivée, premier parti. Or, justement, finalement, développer l'employabilité, ça veut dire quoi? Ça veut dire donner aussi les ressources aux individus et les moyens de pouvoir penser leur propre départ, éventuellement, même quand la direction d'entreprise aimerait les garder. Ça accroît la fluidité. Et là, on a une tension forte, je trouve, aujourd'hui, quelles que soient les pratiques de gestion des suppressions d'emplois, entre des volontés, certes, de faire évoluer les modèles de fixation de main-d'œuvre, parce qu'on voit bien les effets pervers qu'ils produisent quand il y a une forme subie de mobilité qui émerge, que les reclassements sont beaucoup plus difficiles quand les personnes n'ont jamais eu une mobilité, bien évidemment. Mais inversement, développer l'employabilité, ça veut dire développer aussi la capacité des individus finalement à être autonomes et ça peut être perturbant. Donc finalement, et je disais ça à mes collègues en aparté, ce sont des textes qu'on a écrits en juin et finalement qui prennent quand même un peu, je trouve, un écho particulier aujourd'hui, parce que pour moi, le fond de la question des problèmes de gestion de suppression d'emplois, d'accompagnement des restructurations, c'est fondamentalement la question de la place du contrepoids et du contre-pouvoir dans les processus de décision en matière de périmètre de l'entreprise, de stratégie. Et que finalement, tant qu'il n'y aura pas un petit bout là, c'est une opinion, d'avancer sur ce champ-là, et j'ai beau avoir fait le tour de cette question depuis 15 ans, je ne vois pas comment on peut véritablement penser la flexicurité et l'employabilité. Voilà.